M. Moulay Ali Khalil Askofari présente ses lettres de créance au chef de l'État. Après le Mali, c'est l'Indonésie qui fait entrer son ambassadeur au palais. Son Excellence M. Andra Jati est soumis au même rituel pour la présentation de ses lettres de créance. Le symbole d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Indonésie. Ensuite, place à l'ambassadeur du Gabon. Et toujours cette même minutie dans l'exécution de la tâche diplomatique. L'axe Dakar-Libreville sera densifié. Une mission assignée à son Excellence M. Guy Blaise Nambo-Weze. Et puis c'est au tour de l'ambassadeur d'Inde de recevoir les honneurs. L'Inde et le Sénégal veulent renforcer leurs liens d'amitié, accentuer le partenariat dans certains domaines. C'est la tâche de son Excellence M. Partha Satpathy qui présente ici ses lettres de créance au président de la République. Voici le dernier ambassadeur à avoir foulé le sol du palais présidentiel. Elle vient de la Thaïlande, son nom, Madame Boussaya Matlin. Sa mission, donner un nouvel élan aux relations sénégalo-thaïlandaises avec un partenariat fécond dans la relance de l'économie sénégalaise. Le chef de l'État a reçu ses lettres de créance. C'est elle qui clôture la valse des diplomates accrédités à Dakar, les premiers qui ont transmis leurs lettres de créance au nouveau président de la République du Sénégal. Les Nations Unies vont aider le Sénégal à mettre fin à la crise humanitaire qui sévit dans certaines parties du Sénégal. L'annonce a été faite par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en visite au Sénégal et qui a été reçue cet après-midi par le président Macky Sall. Valérie Amos s'occupe des questions humanitaires au sein du système des Nations Unies. Elle s'est confiée à Pape Biram Bigendiaï à sa sortie d'audience. Je suis ici pour deux raisons. D'une part, pour rencontrer le président, pour discuter de la situation au Sénégal, mais également pour discuter de la situation au Sahel dans son ensemble, la situation en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comment le système des Nations Unies peut aider le gouvernement à venir en aide aux personnes qui souffrent de la crise alimentaire et nutritionnelle. J'ai eu un très bon entretien avec le président, j'ai eu l'occasion d'avoir de très bonnes discussions et demain je fais une visite sur le terrain. La commission de surveillance de la Caisse des consignations et de dépôt du Sénégal a présenté son rapport annuel d'exercice aux parlementaires. Pour l'exercice passé, la CDC a collecté 22 280 79 502 francs, soit contre plutôt 20 68 974 075 francs pour l'exercice écoulé. La Caisse de consignation n'a pas manqué de soulever les difficultés rencontrées dans la mobilisation des ressources. La Caisse de dépôt et consignation est un organisme public et banquier privé qui joue un rôle très important dans le développement économique du pays, nous dit Djibidia. La réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers, telle est la mission de la CDC. Créée depuis janvier 2006, elle vise à appuyer l'État et les collectivités locales dans leur politique de financement de certains secteurs, comme les logements sociaux, les petites et moyennes entreprises, les travaux d'équipement, entre autres. Et pour y parvenir, la loi a mis à la disposition de la Caisse un certain nombre de ressources. Ce sont les fonds des notaires, les fonds disponibles de la Caisse nationale d'épargne et d'autres formes de ressources, des fonds de dépôt judiciaire par exemple, n'est-ce pas? Et voilà, l'ensemble de ces ressources-là nous permet justement de les fructifier et de revenir appuyer l'État dans ses politiques de développement économique et social. La rencontre de présentation de son rapport annuel a été l'occasion pour les députés de faire part à la CDC les préoccupations des populations. Pour l'exercice 2010, les dépôts et consignations collectés s'élèvent à plus de 22 milliards de francs CFA contre 20 milliards en 2009. Ces activités ont généré près de 400 millions de nos francs. Cependant, la CDC se heurte très souvent à des difficultés liées au versement. On est à 4-5 ans d'existence, si on prend la date de création de la loi. Mais il s'est trouvé que tout de suite, on a été confronté à des difficultés de mobilisation de certaines ressources et même d'identification de certaines ressources. Parce qu'il y a certaines structures qui sont plus ou moins réticentes à justement jouer pleinement leur rôle, comme les y convie la loi.
Sur cette question, la Caisse des dépôts et consignations compte sur l'accompagnement de l'État pour pouvoir contribuer plus efficacement au développement du pays. L'Observatoire de la qualité des services financiers a effectué des tournées régionales, une démarche de décentralisation qui a conduit le médiateur dans plusieurs localités dont Kédougou. Sur place, il a rencontré des dirigeants d'établissements financiers et leurs clients. La médiation a pour but essentiel de concilier leurs positions et de trouver des solutions amiables, profitables aux deux parties, nous dit Oumar Diaw. Kédougou connaît depuis quelques années une dynamique économique plus accélérée. La région suscite de plus en plus l'intérêt des banques, des structures financières décentralisées et des établissements financiers. Ces entités ont une clientèle avec laquelle elles sont liées par l'argent. Dès lors, des problèmes peuvent survenir. Beaucoup d'entre eux peuvent trouver solution par la médiation confiée à l'Observatoire pour la qualité des services financiers relevant du ministère des Finances. Cette rencontre obéit à la volonté de décentraliser la médiation. Nous sommes venus rencontrer bien sûr les opérateurs qui sont installés sur place, les sensibiliser davantage sur la médiation, rencontrer les usagers de services financiers, donc les clients des banques, les sociétaires des mutuelles, pour voir avec eux quelles sont les difficultés auxquelles ils sont rencontrés. La plupart des problèmes proviennent d'un manque d'information. Avant Kédougou, l'équipe de l'OQSF, conduite par le médiateur des banques, s'était rendue dans plusieurs autres localités. Nous ne voulons pas rester seulement à Dakar, c'est pourquoi nous avons commencé à faire des tournées dans plusieurs régions du Sénégal. Nous avons commencé d'abord par Kolda, ensuite Thiès, Mbour, Tamba. L'objectif de cette tournée est de réunir les différents acteurs des services financiers et l'administration locale pour apaiser les relations par l'amélioration de l'information. La médiation est un dispositif souple et peu coûteux permettant d'obtenir de bons résultats. Nous sommes très satisfaits parce que pour les dossiers de médiation qui ont été traités, plus de 90% ont eu une suite heureuse. Donc les banques ont suivi le médiateur ou ont trouvé des solutions qui satisfaisaient les deux parties. La médiation favorise le règlement amiable, équitable et diligent des litiges qui naissent entre les établissements de crédit, les SFD, les services financiers de la Poste et leurs clients. La saisine du médiateur est gratuite et se fait par écrit, mais si une procédure judiciaire est déjà entamée, il n'est plus possible alors d'avoir recours au médiateur. L'Observatoire compte élargir ses missions à d'autres localités du Sénégal. Pour un renforcement du dispositif stratégique de la gouvernance publique, le président Macky Sall a annoncé la création de structures de lutte contre la corruption, d'évaluation des politiques publiques et de restitution ou de recouvrement des avoirs ou biens mal acquis, des mesures qui répondent aux exigences de l'heure selon les acteurs de la vie économique d'Araba. Le Sénégal n'est pas le premier pays à mettre en place la commission de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. D'autres pays ont eu à bénéficier des avantages que leur offrait le droit international. Quand Sani Abacha, le militaire qui avait fait un coup d'État, a été remplacé à travers des élections par Olusegun Obasanjo, ce dispositif juridique n'existait pas. Il a juste fait appel à la coopération internationale pour faire rapatrier 3 000 millions de dollars. Kibaki du Kenya l'a fait après le départ d'Arab Moi pour 1 000 millions de dollars sur un seul compte à Londres. Vous voyez la Convention de Mérida des Nations Unies, c'est 2003. Et dans une de ces dispositions, on parle de rapatriement de l'argent volé. C'est le terme utilisé. Dans le dispositif stratégique de la gouvernance publique, la création annoncée d'un office national anticorruption pour prévenir et lutter contre un fléau assez complexe. C'est une transaction entre le corrupteur et le corrompu. Souvent, les gens ne sont pas au courant de cette transaction, ce qui fait que c'est très difficile. Même s'il est difficile d'avoir des preuves sur la corruption, les indices de perception de corruption de Transparency International, publiés en 2001, placent le Sénégal dans une zone rouge. La 112e place sur 182 pays. Nous sommes derrière la Gambie. Nous sommes derrière les îles du Cap-Vert. Nous sommes derrière le Burkina Faso. Vous vous rendez compte? Nous sommes derrière le Ghana, je ne parle que de l'Afrique de l'Ouest. Vous croyez qu'on peut développer un pays en ne regardant pas que sur cette question, nous sommes derrière la Gambie? Une telle situation risque de freiner l'investissement, surtout dans le secteur privé. Dans un pays de la corruption, les coûts de transaction sont très élevés, surtout pour le secteur privé.
Alors si vous décidez de lutter contre la corruption, si aussi au-delà de ça, vous essayez d'améliorer, disons, l'efficacité des institutions, ça veut dire aussi vous améliorez la sécurité juridique. Rien que ces deux mesures vont beaucoup aider à améliorer le climat des investissements. L'État, en affichant sa volonté de lutter contre la corruption de façon répressive, doit aussi faire de la prévention. Les mesures préventives, c'est développer toute une communication autour justement de la corruption pour sensibiliser les Sénégalais, pour qu'on comprenne que la corruption est un mal, est un fléau qui bloque notre économie. Il faut à côté qu'on ait un système éducatif aussi digne de son nom, c'est-à-dire qui produit de la main-d'œuvre qui est adaptée aux réalités du marché du travail. Autre innovation annoncée par le chef de l'État lundi dernier, la mise en place d'une commission nationale d'évaluation des politiques publiques. Une disposition contraignante, mais avec comme avantage tirer des résultats vers la satisfaction des populations. Ça donne plus de contraintes aux managers, qui ne va plus invoquer les aléas climatiques pour expliquer ses comptes performances, lesquels empêchent les populations de satisfaire leurs besoins. Donc c'est un environnement plus encadré, plus contraignant dans la recherche de résultats au bénéfice des populations. Et ça peut donner mieux les décisions de l'autorité. Le président de la République, en annonçant ces mesures de bonne gouvernance, démontre une volonté, celle de relever les défis du développement du Sénégal. Les technologies de l'information et de la communication, véritable potentiel de développement. Le gouvernement du Sénégal compte s'appuyer sur ce secteur pour booster sa croissance économique. Le ministre de la Communication et d'éthique l'a rappelé lors de sa visite au centre incubateur des technologies de l'information et de la communication. Aboulo a également félicité le centre pour le travail important abattu depuis un an, nous dit Oumou Kalsoum Sall. Il y a un an, le centre incubateur des techniques de l'information et de la communication était ouvert. Sa mission, combler le déficit d'appui à l'innovation dans le domaine d'éthique. Le CETIC offre ses services sur les plans administratifs, commerciaux, marketing à des entreprises en vue d'améliorer leur croissance et leur taux de survie. Nous sommes en incubation aujourd'hui de 9 entreprises au total, dont 7 en physique et 2 en virtuel. Près d'une vingtaine d'entreprises en incubation de porteurs de projets, et tout cela pour une création d'emplois d'au moins 30 nouveaux emplois créés. La phase d'incubation dure en moyenne 3 ans. L'entreprise incubée pourra accéder à la qualification afin de poursuivre de façon autonome son développement. Une initiative qui s'inscrit dans la vision de la croissance accélérée du gouvernement. L'idée fondamentale, c'est de dire que nous ne pouvons pas créer des emplois si nous ne pouvons pas nous positionner dans ce domaine qui est un domaine à fort potentiel. Nous pouvons compétir dans le domaine d'éthique, c'est le domaine le plus démocratique. Il s'agit simplement d'intelligence et d'intelligence humaine. Nous sommes à l'ère de l'information, technologie de l'information, qui constitue un secteur très développé et qui peut aussi entraîner un développement rapide et accéléré. Je pense que la collaboration entre l'État et vos structures, avec l'aide des partenaires, nous pouvons atteindre cet objectif. Cet ambitieux projet est né d'un partenariat public-privé sous l'égide de la Fondation des incubateurs d'éthique du Sénégal. Un modèle pilote qui va bientôt connaître une extension au niveau des universités du Sénégal. Les pays d'Afrique de l'Ouest s'engagent pour une gestion concertée des écosystèmes forestiers, une initiative de la CEDEAO accompagnée par la FAO qui cherche un plan de convergence qui est en cours de préparation. Le Sénégal a présenté ce matin son rapport national. Ibrahima Fall Junior. Le plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest est un cadre institutionnel dans lequel les pays membres de la CEDEAO s'engagent à harmoniser leurs actions. Il aura force de loi et permettra aux États membres de lutter ensemble contre toute forme de dégradation de nos forêts. Le plan de convergence représente le document majeur du cadre d'intervention du dialogue forestier. Il ambitionne, entre autres, de faciliter la prise en charge par les acteurs locaux des responsabilités qui leur incombent dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources forestières et fauniques. La plupart des initiatives sont entreprises en matière isolée, de manière isolée, sans tirer profit de l'expérience acquise dans des projets similaires des pays voisins.
Ces raisons évoquées, entre autres, sont à la base de cette volonté commune d'aller au-delà des spécificités des pays pour une durabilité dans la gestion de la faune et des forêts. Cet outil qui est en préparation, c'est un outil fédérateur. Donc cela suppose qu'au niveau des États membres, qu'on arrive à asseoir les bases d'une harmonisation des politiques et particulièrement des cadres réglementaires. Pour les autorités sénégalaises, il faut arriver à mettre en place des projets transfrontaliers où chaque pays trouvera un intérêt certain. Il y a un souci d'harmonisation, mais il y a aussi un souci de mettre en commun nos atouts, parce qu'on dit souvent que la meilleure façon de gérer les ressources transfrontières, c'est de mettre en place des projets et des programmes où les pays de part et d'autre se retrouvent pour, en tout cas, échanger d'expériences et développer un certain nombre de choses. Le processus d'élaboration du plan de convergence est en cours et l'espoir d'arriver à une gestion durable de nos forêts est là. Il suffira d'une volonté politique. Pour améliorer les conditions d'hygiène dans la zone orientale du pays, la coopération japonaise compte appuyer un projet d'un montant de plus d'1 milliard de francs. Il s'agira de construire des latrines dans plusieurs villages de Kédougou, de Tamba et de Matam, mais aussi sensibiliser les populations sur la défécation à l'air libre d'Aïdadja. Passer à côté d'un déchet fécal est devenu anodin dans certaines zones rurales du Sénégal oriental. Par manque de latrines, les populations se soulagent à l'air libre, ce qui est à l'origine de nombreuses maladies, dont la diarrhée. Dans la lutte contre ce fléau, l'État est accompagné par des partenaires comme la coopération japonaise. La JICA va intervenir dans des villages de Tambacounda, Kédougou et Matam pour assurer de meilleures conditions d'hygiène. Nous allons effectuer les activités pour amener la population jusqu'au changement de comportement en matière de l'hygiène. Et nous allons réaliser les ouvrages d'assainissement de base au niveau de ces régions. Des villages pilotes sont déjà choisis, mais le projet va s'étendre sur d'autres villages. Pour les autorités japonaises, c'est une manière de prolonger les efforts déjà entrepris pour l'amélioration de la santé et des populations. Le Japon travaille depuis longtemps dans les régions orientales sur plusieurs domaines, notamment approvisionnement en eau potable par la construction de beaucoup de châteaux d'eau, mais aussi pour l'amélioration de services de soins de santé. Mais maintenant, nous devons aussi travailler dans le domaine de l'hygiène, assainissement, pour que la mortalité infantile soit améliorée. La JICA compte s'inspirer de l'expérience d'acteurs déjà présents sur le terrain. Le projet sera exécuté sur une durée de 4 ans pour un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a solennellement félicité le président Macky Sall pour son engagement en faveur de la transparence en matière de passation de marché et de bonne gouvernance. Louis Lukens a fait cette déclaration ce matin. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 4e édition de la Semaine américaine à Dakar. L'invité d'honneur de cette manifestation était Mme Matassi Diallo, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Compte rendu à la Samedi. Pour cette 4e édition de la semaine américaine USA Week Dakar, les organisateurs, en l'occurrence la Chambre américaine du Sénégal que dirige Makhtar Rassinsi, ont choisi de placer l'agriculture au cœur de cette plateforme d'échange. Invité d'honneur de la présente édition, Matassi Diallo. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a mis à profit cette opportunité pour se féliciter de la qualité de la coopération économique et commerciale sénégalo-américaine à travers l'AGOA. Toutefois, le ministre en charge du commerce a déploré les contraintes dues aux barrières non tarifaires imposées par les États-Unis. Il existe plusieurs raisons qui expliquent le sous-développement de ces échanges, parmi lesquelles nous pouvons citer premièrement l'absence d'une véritable politique de développement de nos exportations qu'il faut redéfinir avec les structures chargées de mettre en œuvre notre politique commerciale extérieure. Deuxièmement, les lourdeurs administratives des services douaniers américains. Sur ce plan, des efforts louables ont été constatés. Nous allons toutefois solliciter de la part de nos amis américains davantage d'efforts pour certains produits particuliers.
Auparavant, Lewis Lekans, l'ambassadeur des États-Unis, s'était à son tour félicité des résultats concrets de la coopération entre son pays et le Sénégal, notamment dans le domaine de l'énergie au plus fort de la crise de l'électricité. Les États-Unis pourront continuer à aider le Sénégal à fournir des réponses à long terme à des défis dans le secteur énergétique, notamment en devenant un partenaire actif dans la promotion des sources d'énergie renouvelables. L'an 2012, on le sait, a été une année particulière au Sénégal avec l'organisation de l'élection présidentielle. Les diplomates américains, observateurs attentifs de la vie politique sénégalaise, en dégagent des appréciations éminemment positives pour notre pays. Je voudrais féliciter le président Macky Sall pour son engagement en matière de transparence et de bonne gouvernance. Le gouvernement des États-Unis est résolument attaché aux besoins de transparence dans la passation de marchés publics et dans les pratiques réglementaires. Conformément à une tradition bien établie, cette semaine américaine est un prétexte de taille pour créer les conditions d'une réaffirmation de l'excellence des relations de coopération bilatérale entre les États-Unis et le Sénégal à travers les entreprises des deux pays dans toute leur diversité. À propos d'entreprises, elles étaient légion à répondre présentes au stand d'exposition. Pour rappel, la semaine américaine se tiendra jusqu'au 26 mai prochain. Différents sujets sur l'agriculture, thème central de cette édition, seront introduits par des experts des deux pays. Premier sommet européen vécu par François Hollande, le nouveau président français. Il s'agit d'un dîner avec les 26 autres chefs d'État de l'Europe. La relance de l'économie de la zone franc et les tensions avec l'Allemagne étaient au cœur des discussions. Un passager surprise arrive à la gare du Nord. Le président se rend au sommet de Bruxelles en train et prend le temps de poser avec tous ceux qui réclament une photo. Merci, monsieur le président. Merci. Allez, avec monsieur le contrôleur. Merci beaucoup. Billet composté par ses soins, François Hollande a 10 minutes d'avance. Alors, il savoure l'accueil. Tu me prends en photo? Allez. Bah, chaque fois que je pourrai prendre le train, oui, ce sera comme ça. Mais je ne sais pas si je serai toujours bien accueilli. Là, on verra. Ce sera un baromètre aussi. C'est un président. Il doit être comme tout le monde. Il est simple. Ça fait bizarre de voir un président prendre le train comme nous. Après l'Amérique et le G8, le voici donc en route pour sa première rencontre avec ses homologues européens. Son souhait, tranché par le style et la méthode avec son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas de dire qu'à chaque fois je vais sauver l'Europe. Quand on voit que depuis 2 ans et demi, la question de la Grèce est posée, qu'elle l'est encore aujourd'hui, ça veut dire que les coups de menton, les proclamations n'ont pas suffi. On peut chercher le compromis, faire pression, proclamer, se déclarer sauveteur ou sauveur suprême. Moi, je préfère être efficace, qu'on juge au résultat. À son arrivée à Bruxelles, le président français redit sa volonté d'orienter l'Europe vers plus de croissance pour éviter l'austérité. Moi, je dis c'est tout de suite qu'il convient d'agir pour la croissance. Parce que si nous ne mettons pas davantage de mesures, d'instruments, de volonté pour la croissance, nous n'atteindrons pas des objectifs de réduction des déficits. Mais la chancelière allemande marque tout de suite sa différence en insistant sur des recettes plus libérales à l'opposé de la vision française. Pour nous, il faut approfondir le marché intérieur. Et je vais proposer que la mobilité du marché du travail soit améliorée. Monsieur le Président, bonjour. 2 approches différentes sur la croissance, 2 approches opposées aussi pour résoudre la crise de la dette européenne. Les discussions ce soir promettent d'être franches. 2011 a été une année violente dans le monde, c'est ce qu'indique le rapport annuel d'Amnesty International publié ce matin. Les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, les Proches et Moyen-Orient ont été autant de foyers de tension ou de violations de droits humains. Le Sénégal figure également dans ce rapport à cause des événements survenus lors de la période préélectorale. Moussa Mani. Ce rapport fait état de la situation des droits humains dans le monde au cours de l'année écoulée. Une situation peu reluisante, d'autant plus qu'environ 500 000 personnes ont été tuées dans des violences armées. Des millions d'autres ont subi des blessures ou une répression brutale en exigeant plus de démocratie, de liberté et de justice. En Afrique, quelques pays figurent en bonne place dans ce rapport. Nous avons pensé qu'avec l'indépendance du Sud-Soudan, la partition du pays allait enfin retrouver la paix. Malheureusement, des contentieux frontaliers non encore résolus font que des affrontements continuent à avoir lieu entre l'armée soudanaise et celle du Sud-Soudan, causant beaucoup de morts. Aujourd'hui, on ne sait pas comment va évoluer la situation au Mali. Au Congo, le conflit continue à l'est du pays.
mais également dans le nord de l'Ouganda, où le mouvement, la Lord Resistance Army, continue à attaquer, à enlever des enfants pour les utiliser comme enfants soldats, mais également à violer des femmes, à brûler des villages. Le rapport n'a pas épargné le Sénégal. Il fait état de graves violations des droits humains, principalement durant la période préélectorale. Amnesty International déplore aussi l'insécurité en Casamance avec les accrochages fréquents. En tout état de cause, nous entendons beaucoup parler d'impunité, d'isolie, etc. Mais pour ce qui concerne les personnes qui ont été tuées dans le cadre de la répression brutale, nous exigeons justice pour toutes ces personnes. Il faut absolument que la reconstruction se poursuive. Il faut que les efforts de paix soient poursuivis sur de nouvelles bases, non pas sur des bases de mal-être qu'on envoie avec des émissaires douteux, n'est-ce pas, vers de supposés chefs rebelles, mais des négociations transparentes. Le rapport note aussi une incapacité ou absence de volonté endémique des dirigeants au niveau mondial à protéger les droits humains. Mais tout n'est pas noir. Les pays comme le Cap-Vert, l'île Maurice sont cités en exemple en matière de bonne gouvernance. Le caucus des femmes leaders pour la parité a tenu un atelier de renforcement pour les femmes candidates aux prochaines élections législatives. L'objectif est de leur permettre de construire des argumentaires solides et cohérents et d'améliorer leur technique d'expression. Diana Badia. Une bonne campagne électorale nécessite la maîtrise des techniques de communication politique et une connaissance des préoccupations des Sénégalais. C'est pourquoi le caucus des femmes leaders pour la parité s'engage à accompagner les candidates aux élections législatives dans ce sens. Le caucus a produit un document intitulé « Indicateurs en zéro de la parité » et des fiches techniques reprenant les données de chaque région ont été remises à la disposition des candidates afin de les aider dans la construction d'un argumentaire documenté. Avec les tribunes d'expression politique, ces femmes seront mises en situation de campagne afin de les aider à améliorer leurs futures prestations. Cet atelier de formation va donc permettre aux candidates d'avoir plus d'arguments. Elles pourront ainsi défendre leur position avec des idées plus fortes lors de la campagne. De plus, les candidates sont invitées à jouer pleinement leur rôle une fois à l'Assemblée. Quand vous serez à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas seulement les problèmes des femmes que vous allez défendre, mais les problèmes de la nation, les problèmes des hommes, les problèmes des femmes, les problèmes de la jeunesse, les problèmes de nos enfants, les problèmes des générations à venir. Si nous ne sommes là-bas que pour défendre les intérêts des femmes, on aurait pu également élire des hommes qui auraient pu défendre les intérêts des femmes. Mais c'est parce que les femmes sont plus sensibles aux questions qui concernent l'humanité. Le caucus veut amener les femmes à transcender leurs appartenances politiques. En atteste la présence de différentes formations politiques à cette rencontre. C'est ainsi que les femmes entendent consolider leurs acquis. Dans ce combat, elles enregistrent un soutien de taille. Son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, a déjà manifesté la ferme volonté de renforcer les acquis des femmes dans tous les domaines de la vie, après avoir donné une place primordiale à celle-ci dans son programme de société. Le PNUD, l'article 19 et la Fondation Ebert s'ajoutent à la liste des partenaires. Le caucus des femmes leaders pour la parité s'appuie donc sur une synergie d'efforts pour préparer les candidates à la campagne électorale. Diakhao, dans le Sine, sera le lieu de rendez-vous de plusieurs personnes à l'occasion de l'anniversaire du témoignage de Boursine Coumba Ndoffène Diouf à l'endroit du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. C'était le 7 juin 1903 au palais du gouverneur à Saint-Louis. Le comité d'organisation est déjà à pied d'œuvre pour un CRD qui a réuni autour du gouverneur tous les chefs de service impliqués dans l'événement, nous dit Moussa Mané. L'événement qui sera célébré le 7 juin à Diakhao marque le 109e anniversaire du témoignage de Boursine Coumba Ndoffène Diouf à l'endroit de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. À ce titre, un comité régional de développement spécial s'est tenu à la gouvernance. Objectif, un bon déroulement de la manifestation. Ce que nous attendons le plus, c'est que la couverture sanitaire nous soit renforcée à ce niveau-là, mais que les apports habituels, comme
la santé, l'eau, l'électricité, le téléphone, que ces appuis, n'est-ce pas, ne nous fassent pas défaut. Au-delà de la rencontre entre le temporel et le spirituel, ce sont les familles de Cheikh Amadou Bamba et celles du Boursine Koumba-Ndofène qui sont unies à jamais. Beaucoup de personnes seront donc attendues à la manifestation. Déjà, du côté du comité d'organisation, on demeure satisfait. Vraiment, on est satisfait. Bon, ce que le gouverneur a rénové cette année-ci, c'est ça qui est plus important, la réunion du 4 à Diakhao pour le suivi. Donc là, vraiment, c'est une grande innovation cette année-ci. Pour rappel, le 7 juin 1903, Boursine Koumba-Ndofène, alors âgé de 19 ans, est cité pour témoigner lors du procès de Cheikh Amadou Bamba. Un acte qu'il fait avec preuve de courage, forçant ainsi par là le respect et la considération des musulmans, et en particulier les mourides. Pèlerinage marial de Popenguine prévu du 26 au 28 mai prochain. À quelques 3 jours de l'événement, la ville de Popenguine s'apprête à accueillir des milliers de fidèles. Je vous invite à faire une petite balade dans la localité pour voir l'état des préparatifs avec Abdoulaye Simkare. En ce début de semaine, Popenguine est à son calme habituel. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Rien n'indique que le pèlerinage marial se profile. Mais dans les lieux de rassemblement, les préparatifs vont bon train. Au centre d'accueil San Inquisito, on installe les lampes pour que la lumière jaillisse le jour J. Entre les poteaux de la Sénélec, on met des lampes dans les endroits très simples, très sombres, pour voir les resquilleurs, ceux qui sautent à côté, à partir de la mer, pour rentrer dans Kizito. On éclaire ces endroits comme ça. Dès qu'on les voit, on les renvoie. Et on signale ça aux gendarmes. Après Kizito, on prend la route de la basilique. On l'éclaire entre les poteaux de la Sénélec toujours, pour permettre aux nombreux marcheurs qui circulent sur cette direction de ne pas se télescoper, quoi. Au village des marcheurs, lieu privilégié de campement, les ouvriers s'activent pour ériger les tentes avant vendredi. On a presque fini pour l'installation des tentes et on attend que les bâches pour faire les derniers réglages. Normalement, tout sera prêt d'ici lundi. En tout cas, si les bâches arrivent aujourd'hui, on termine. On termine d'ici 3 jours au maximum. Sobrement aménagé à l'écart, le sanctuaire attend de recevoir quelques coups de balai, histoire d'offrir aux pèlerins de meilleures conditions de recueillement. La messe du pèlerinage marial de cette année sera dite par l'évêque de Saint-Louis, Monseigneur Ernest Sambou. Le thème s'articule cette année autour de l'unité. À quelques jours de l'événement très important pour les catholiques, le prélat revient sur les grands axes qui vont constituer son message aux catholiques du Sénégal. Dans cet entretien, Monseigneur Ernest Sambou lance un appel aux catholiques. Il est interrogé par Eric Niemati. Le thème de cette année, c'est l'unité. Qu'il soit l'unité. Alors, l'unité ne peut pas se construire sans amour, sans vérité et sans pardon. L'unité est autour de 3 piliers. L'amour, la vérité et le pardon. Quand on dit qu'il y a une unité quelque part, tu retrouves l'amour, tu retrouves l'amour, la vérité et le pardon. Donc, vérité et pardon vont ensemble. Je demande que vraiment nous puissions pardonner dans la vérité et la vérité. Alors, mon appel à tout le monde, que les Sénégalais dépassent leurs divisions pour travailler ensemble, c'est-à-dire la main dans la main au développement du Sénégal. Je voudrais d'abord lancer des appels aux chrétiens d'abord. Chrétiens, premier appel, c'est demander pour ce pèlerinage d'aller rendre grâce à Dieu. La première des choses, c'est on rend grâce à Dieu. Et pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que c'est lui qui a rendu Marie si merveilleuse. C'est Dieu qui a préservé Marie du péché. C'est Dieu qui a fait de Marie la mère de son fils. Donc à ce moment-là, nous rendons grâce d'abord à Dieu qui peut faire des merveilles en un être humain
à l'occurrence Marie. Le deuxième appel, c'est qu'ils viennent à ce sanctuaire pour remercier Marie. Parce qu'elle a accepté d'être la mère de Jésus. Elle aurait pu refuser. Elle a accepté. Il faut lui dire merci. Il faut venir honorer Marie comme mère de chrétiens. Elle est mère de Jésus, mais elle est mère de chrétiens. Elle est mère de tout être humain. Alors, selon notre vision. Nous parlons de musique à présent avec l'arrivée à Dakar de Charles Aznavour, star international de la musique française. Il est l'invité d'honneur de la 20e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Charles Aznavour a été accueilli hier à son arrivée à l'aéroport par le ministre de la Culture et du Tourisme et par le maire de la ville de Saint-Louis, Oumindour. Lorsque Charles Aznavour évoque sa première visite au Sénégal, il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans, que dis-je, les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Ça fait à peu près 45 ans. Je m'en souviens surtout parce que c'était le moment où j'allais épouser une dame avec laquelle je suis toujours marié. Alors il y a des souvenirs qui restent comme ça. Et le Sénégal en fait partie. À l'époque, Aznavour n'avait vu que Dakar et l'île de Gorée. Pour ce deuxième séjour, il ira jusqu'à Saint-Louis, au 20e festival de jazz dont il est l'invité d'honneur. J'y vais en touriste, en curieux, parce que je suis un être très curieux, j'aime bien savoir, connaître, rencontrer, parce que je n'ai pas eu la possibilité dans mon enfance de faire soit des études, soit des rencontres, et c'est par la suite que ça s'est fait. Et ce qui fait que j'ai gardé en moi ce pouvoir de curiosité qui me pousse toujours à aller voir des villes que je ne connais pas. À Saint-Louis, on lui promet déjà un accueil exceptionnel de ceux que l'on réserve aux dignes enfants de la cité ou aux hôtes de marque. Lorsque vous arriverez à Saint-Louis, vous vous sentirez comme chez vous, parce qu'il y a énormément de Sénégalais qui vous ont connu, admiré et beaucoup aimé à travers les médias, sans jamais pouvoir vous voir de près. Et je voudrais en profiter pour remercier M. le ministre de la Culture. Et je lui ai dit tantôt qu'il a fait un cadeau extraordinaire à la ville de Saint-Louis. C'est en effet des amis du tout nouveau ministre de la Culture et du Tourisme, et non moins star international, qui ont invité et pris en charge entièrement Aznavour pour cette visite au pied levé au Festival de jazz de Saint-Louis. Aucun concert n'est toutefois inscrit à son agenda, mais sa seule présence rehausse le prestige de la manifestation. Il n'est pas venu pour faire le concert, il est venu pour rencontrer les gens, comme il l'a si bien dit. Et je pense que ça va être un grand moment avec beaucoup d'émotions. C'est un grand moment qui peut être un moment de relance pour notre festival tant bien aimé et qui est important pour le calendrier culturel du pays. Charles Aznavour est arrivé au Sénégal le jour de son anniversaire. Ça, c'est un accident, hein. Moi aussi j'étais un accident à la naissance. Toujours pince sans rire, à 88 ans, il ira souffler ses bougies en présence d'un autre hôte de marque des 20 ans du Festival de jazz de Saint-Louis, le Camerounais Manu Dibango. Et puis pour terminer, nous parlons de la coupe du chef d'état-major général des armées Abdoulaye Fall qui a eu lieu dimanche dernier. Cela se passait au champ de tir de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Une compétition assez serrée qui a été remportée par Khalil Fawaz, nous dit Sensei Yatmalo. Ce ne fut pas facile entre les tireurs qui s'étaient engagés pour aller à la conquête des trophées mis en jeu par le chef d'état-major général des armées, représenté par le colonel Samb. En effet, le ball-trap est une discipline olympique qui requiert certains facteurs importants. Concentration, vitesse, précision, pour cueillir des plateaux qui volent à des vitesses allant de 100 à 150 km/h. À ce jeu, Khalil Fawaz a tamé le pion à tout le monde. Ce jeune tireur, membre de l'équipe nationale du Sénégal, a encore une large marge de progression. Et là, il faut commencer à préparer la saison pour la prochaine championnat d'Afrique et pour les compétitions qui vont arriver bientôt. Mais pour la deuxième place, il fallait procéder à un barrage entre Hussein Zain et Hassan Ramlaoui, remporté par le second nommé, un des temps forts de la compétition. Comme pour les éditions précédentes, j'ai pu observer la même efficacité dans l'organisation et la conduite. C'est pourquoi je voudrais, au nom du général chef d'état-major général des armées, vous transmettre à tous ces félicitations
en particulier le colonel Potin, notre ancien, pour la parfaite organisation de l'édition 2012. Aussitôt après le Baltrap, direction École nationale de police pour le trophée du président du comité olympique, Diagne Ndiaye, que Wali Faye a gagné haut la main devant des tireurs chevronnés comme Claude Almeida et Ladji Dioum, champion du Sénégal en titre et autres. Donc, le tir, je le connais depuis quand j'étais jeune, mais le président Diagne Ndiaye étant vraiment très occupé, donc je viens représenter le comité olympique à son nom, et nous savons le partenariat que nous avons entre vous et le comité olympique, ça va continuer et ça va durer. Le trophée des dames est allé à Ndeye Khardio du club Keo de Rabi Fahi, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Une belle journée de tir entre le Baltrap et le tir au pistolet à air comprimé, où les concurrents ont passé de moments agréables. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec l'information en fin de soirée. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée à tous. Chaîne nationale pour Radio Sénégal, moi l'un directeur regarde à côté de M. le Sénégal d'autrefois. Du conseil se trouvait M. Ousmane Gom, Ibrahim Matar. 70-40. La machine à remonter le temps rappelle les grandes voix de Radio Sénégal. 70 ans de radio, 40 de télé. Des pionniers, une relève pour repousser les limites de la technologie. Des as du micro, des visages et des voix. Sur Sénégal Inter, vous allez suivre Voix d'hier, ancienne gloire de Radio Sénégal. Les clochers sonnent sur la RTS à l'heure des grands rendez-vous. Le temps annonce l'ère du numérique. La RTS célèbre 7 décennies de radio, 4 de télévision. Le paysage radiophonique sénégalais se résume à 3 chaînes. La chaîne nationale, la chaîne Inter et Radio Saint-Louis, ex-Radio Mauritanie. Ensemble, perpétuons l'héritage pour une seule raison d'être, en public, en but, une fois. Le tiercé carte plus, quinte plus, 5e étape du Grand National du Trot, benn course attelée, course nationale, groupe 3, bu fukki fas ak juróom-ñett ran ci 2775 mètres, lal le croisé la roche dawal tey. Arrivée bi nii la tëddee. 18, 2, 16, 11, 8. Non partant, numéro 12. Rapport yi tamit fayagum na. Ordre de tiercé, 10 000 francs. Désordre de tiercé, 2 000 francs. Hors de carte, 41 500 francs. Désordre de carte, 3 500. Bonus 3, 500 francs. Hors de quinte, 1 114 000 francs. Désordre de quinte, 12 500 francs. Bonus 4, 500 francs. Couplet gagnant, 1 500 francs. Couplet placé A, 500 francs. Couplet placé B, 2 500 francs. Couplet placé C, 2 000 francs. ëllëg si alxames gi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai oto yi la ñu jëm mooy dawal le prix légal de Mézebran di benn course de haie maanaam daw bu ànd ak itam jàll ay obstacle bu fukki fas ak juróom benn rang ci 3900 mètres favori 8 6 4 2 12 outsider yi 13 10 14 surprise yi as 3 7. Bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen teewlu ba ëllëg inshallah. Jaaraama Lonase.
Le Grand Prix du chef de l'État pour les sciences, édition 2012, ouvre ses registres de candidature. Le retrait et le dépôt des dossiers de candidature sont ouverts du 19 mai au 30 juin 2012. Les formulaires sont disponibles à la direction de la recherche scientifique située à l'avenue Lamine-Gueye numéro 56 ou alors sur le site du ministère www.recherche.gouv.sn. Les domaines de recherche concernés sont recherche médicale et pharmaceutique, recherche agricole et agro-industrielle, recherche technologique et industrielle, recherche en sciences exactes, recherche en sciences humaines et sociales. Les dossiers peuvent être déposés à la direction de la recherche scientifique et ou par voie électronique par l'email grandprix.pr@recherchegouv.sn. Contact 33 889 86 07. Vous êtes élève de terminale, bachelier, étudiant ou professionnel, vous voulez poursuivre vos études supérieures en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, au Maroc, grâce à son réseau de partenaires extérieurs. International Consulting vous offre la possibilité de bénéficier d'une préinscription ou inscription dans les universités, UT ou les grandes écoles privées. Pour la rentrée académique prochaine, une seule adresse pour vos inscriptions ou préinscriptions à l'étranger. International Consulting Dakar, 60 rue Valmy, angle Escarfé, immeuble Amar. Téléphone 88 628 52 31 ou le 76 343 6202. Avec International Consulting, vous cherchez, nous trouvons. Le groupe Sonatel est un opérateur de télécommunications international. La couverture du territoire est une priorité du groupe. La quasi-totalité des villages de plus de 500 habitants au Sénégal et au Mali disposent d'une couverture sur le mobile, le fixe et Internet. Un réseau de qualité est également un gage de compétitivité au niveau international. Aujourd'hui, des milliers de kilomètres de fibres optiques couvrent le Sénégal et le relient à une quarantaine de pays à travers le monde. Fibre optique, satellite VSAT, 3G+, ADSL, CDMA, WiMAX, autant de technologies innovantes qui garantissent une qualité de service unique en Afrique de l'Ouest. Avec vous, pour vous, Sonatel. Les Grands Moulins de Dakar vous invitent à la 20e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Du 23 au 28 mai 2012, venez vivre le meilleur du jazz au Sénégal. D'intenses moments de communion rythmés par des manifestations culturelles. Du takousanoundar à la lutte traditionnelle. Des projections de films sur les grands noms de la musique jazz. De grands spectacles sur la scène du IN et de grands concerts dans la partie off durant une semaine avec une pléiade d'artistes. Venez tous vivre la puissance du son et la beauté des lumières dans la belle ville de Saint-Louis. Les Grands Moulins de Dakar, la marque de confiance. J'aime aussi le CFA. En commémoration du décès de Saint-Ben Ousmane, le 9 juin, et en hommage à Wamba Kabakoulou, professeur d'université, Dareï Saint-Ben, maison de la pédagogie par l'image, en coproduction avec la RTS et le Grand Théâtre de Dakar, présente Le monstre généreux du quartier, adapté du livre éponyme de Aya Meïnyan Ndiaye, professeur à l'université de Thiès, avec un casting sur mesure. Retenez la date du 10 juin 2012 à 17h30 au Grand Théâtre de Dakar. Cette grande cérémonie sera placée sous la présidence de M. Macky Sall, président de la République, avec la présence du ministre du Tourisme et de la Culture, Youssou N'Dour. Le monstre généreux du quartier, du théâtre, comme vous ne l'avez jamais vu. Sénégal-Maroc, énième épisode du choc des Lions. Lions de la Teranga contre Lions de l'Atlas. La dernière confrontation entre les deux équipes le 10 août 2011 a tourné à l'avantage des Marocains. Les Sénégalais n'ont plus battu les Marocains depuis 2001. La roue va-t-elle tourner? Rendez-vous le 25 mai à Marrakech et sur les antennes de la RTS 1, la télévision des grands moments. ti Allah ba do
ko yettire ngare e duttoɗen to Allah gila damal ruttade uddaka ngare e jaam naten e malal yiruno ɓumnude ɓernde nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sahababa ma ceftuna barode ɓe dekarani heferɓe kuli mbayno beyi kodi owdi gowani ceerno wi eɗen ñaagui Allah yo Allah yoɓ ceerno e seeramɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko. ceerno mu ne mu ngi ci sàkku ñaan ndax bu jàmm amee ci la liggéey bi gën a yomb. ko ɗo woni mana Daka mo jiyatono Daka momin payi e fillanade on. Chaîne nationale pour Radio Sénégal, on le directeur regarde sur le Sénégal d'autrefois. Du conseil se trouvait M. Ousmane Ngom, Ibrahim Matar. 70-40. La machine à remonter le temps rappelle les grandes voix de Radio Sénégal. 70 ans de radio, 40 de télé. Des pionniers, une relève pour repousser les limites de la technologie. Des as du micro, des visages et des voix. Sur Sénégal Inter, vous allez suivre Voix d'hier, ancienne gloire de Radio Sénégal. Les clochers sonnent sur la RTS à l'heure des grands rendez-vous. Le temps annonce l'ère du numérique. La RTS célèbre 7 décennies de radio, 4 de télévision. Le paysage radiophonique sénégalais se résume à 3 chaînes. La chaîne nationale, la chaîne Inter et Radio Saint-Louis, ex-Radio Mauritanie. Ensemble, perpétuons l'héritage pour une seule raison d'être, en public, en but, une fois. Serigne Modou, le promoteur numéro 1 de l'arène, en avec la chaîne leader, la RTS 100, mi ngi jëm ci 23e journée le samedi 26 mai 2012, stade Amadou Barry bu Guédiawaye. 2e édition, drapeau association nationale des bijoutiers du Sénégal, nga xam ni moom mooy seen président d'honneur Moussa Niang di président bi. Ci programme bi, juróom-benni combat, King Kong, écurie Fass, Ibou Senghor numéro 2, école de lutte Gana Seras. Malick Ndiaye bu Pikine, Niass Niass, école de lutte Balla Gaye. Ziza, école de lutte Boy Niang, Mandela,